Alors, pour terminer cette section 7, nous accueillons Samuel Coavou et Noémie Roch. Donc, Noémie Roch, apparemment, n'est pas présente, de Paris, qui nous proposent, en fait, dans leur communication, d'accéder à la médiatisation de soi et à la médiatisation d'une sorte de réflexivité sur sa pratique du jeu, c'est-à-dire les streamers de jeux, hein, qui sont vraiment très très présents actuellement. Et effectivement, c'était un peu dommage de ne pas s'intéresser à cette catégorie-là de production de discours sur le jeu. Et d'essayer un peu d'ouvrir la discussion après peut-être sur comment définir aussi ces personnes par rapport aux chroniqueurs, aux journalistes, aux testeurs, testeuses. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un ethos différent de ce type de production qui doivent donc mettre ensemble la réflexivité sur le jeu et la présentation de soi pour attirer des abonnés. Je vous laisse la parole. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube et merci d'être là pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée aux streamers de jeux vidéo. Alors vous n'oubliez pas, surtout si la vidéo vous plaît, vous laissez un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je ne vais pas faire toute la communication comme ça, je vous rassure. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ainsi, c'est qu'une des questions qu'on se pose finalement, en termes très communs, ce serait pourquoi les youtubeurs peuvent-ils être aussi exaspérant. La communication que je présente, donc je la présente, c'est issu d'un travail qu'on a fait avec Noémie Roch, qui est doctorante à Paris 13, sous la direction de Vinciane Zaban, ici présente. Et moi, donc Samuel Coavou, je suis chercheur chez Orange, je suis sociologue de formation, je travaille dans la sociologie des publics. On a légèrement réorienté par rapport à ce que vous avez pu lire sur le site internet. L'ouverture, enfin l'idée originale, hein, c'était de travailler la question vraiment de la parole et de la prise de parole dans le stream de jeux vidéo, en partant du constat que le stream, et en fait plus généralement les vidéos de jeux vidéo, sont une façon de jouer qui est extrêmement bavarde, une pratique extrêmement bavarde du jeu. Ce qui les éloigne finalement de l'expérience pure, de l'expérience idéale du jeu, qui serait définie comme une expérience extrêmement concentrée, immersive, dans lesquelles en fait on est tellement pris par la relation aux jeux vidéo qu'il est impossible justement de la commenter, de s'en éloigner. Donc la particularité du stream, c'est le fait justement que ce soit une pratique qui invite à la réflexivité. Et ce qu'on a constaté dans notre enquête sur les streamers, c'est que justement les compétences à la réflexivité, c'est-à-dire la capacité à parler tout en jouant, à faire des choses tout en jouant, était centrale dans leur réputation. Il y a un papier récent qui sorti en 2019, hein, qui nous explique par exemple que les streamers jouent moins bien, enfin, ont une réussite dans les jeux moindre lorsqu'ils streament, dans la mesure où justement en fait ils sont pris aussi par cette réflexivité. Mais en fait, on a finalement décidé de décaler un petit peu la communication et de s'interroger en fait plus généralement sur le pourquoi de ça, le pourquoi de la centralité de la parole. Et finalement, ce qui va nous intéresser, ça va être d'étudier plus généralement les relations avec le public et la centralité de la relation avec le public dans cette pratique originale qui est la pratique du stream de jeux vidéo. En effet, il s'avère qu'en fait, ce qui est au cœur finalement de leur activité, c'est la fabrication d'un lien et d'un lien de proximité avec les publics. Alors un des effets de ça, c'est qu'on va avoir une sursélection chez les streamers de ceux qui ont des dispositions antérieures à la parole publique. En gros, un des constats qu'on a fait dans notre enquête, et sur lequel je reviendrai peut-être un peu, c'est que finalement, la compétence principale dont vous avez besoin pour streamer et pour avoir du succès en streamant, c'est pas tant d'être un bon joueur de jeux vidéo que d'être un animateur ou une animatrice extrêmement pertinente. Donc la communication que nous proposons va chercher à documenter les fondements de la centralité de la parole et de la relation avec les publics. Alors, de quoi est-ce que je parle exactement quand je parle de stream ? En fait, empiriquement, je vais plutôt prendre des exemples dans le stream, mais je vais parler de trois choses un petit peu différentes. D'une part, donc la diffusion en continu, ou la diffusion en direct, comme on dit au Québec, on en a discuté hier soir, qui peut se faire sur des plateformes comme Twitch, c'est-à-dire une pratique du jeu en direct commenté par des joueurs et qui fait l'objet d'assez peu de montage, qui se déroule sur un temps très long. Généralement, on stream pendant 3-4 heures d'affilée avec une interaction en direct avec les publics.
Mais en fait, on veut rapprocher la pratique du stream, qui est généralement analysée plutôt avec la pratique de l'e-sport dans les game studies actuels, plutôt en général, les plateformes de vidéo et la vidéo à la demande. Et donc, on a inclus aussi dans notre approche les vidéos sur YouTube, en gros, en tout cas, la VOD sur le jeu vidéo, des vidéos en différé, souvent montées, et qui demandent un rapport avec le public un peu différent, parce qu'il est moins immédiat, il ne se fait pas pendant la diffusion, mais il est néanmoins important. Et puis, troisième chose qui nous intéresse, c'est en fait une autre catégorie professionnelle d'animateurs du jeu vidéo en ligne, qui sont les commentateurs de compétition de jeux vidéo, les shoutcasters. Alors, pourquoi travailler sur les relations entre les streamers et leur public, parce que c'est pas en fait un thème qui va me faire vraiment beaucoup de likes sur YouTube concrètement et beaucoup de vues, et je ne gagnerai sans doute pas ma vie grâce à ça. Mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. D'abord parce que justement le streaming est aujourd'hui un phénomène majeur, mais un phénomène majeur qui est par ailleurs représentatif en fait d'un certain nombre de mutations des industries audiovisuelles. Et notamment en fait les plateformes viennent avec une promesse de désintermédiation, c'est-à-dire qu'en gros dans l'industrie audiovisuelle classique vous avez la télévision notamment qui agit comme gatekeeper, d'accord, comme gardien des portes et qui décide qui a le droit et n'a pas le droit de s'adresser à des publics. Ce que vient faire YouTube, ce que vient faire Twitch, c'est de dire après tout le monde a le droit de diffuser et on est dans une forme de démocratisation. En réalité, cette promesse de désintermédiation, comme toujours, c'est en fait une forme aussi de réintermédiation, c'est-à-dire que YouTube, Twitch viennent remplacer des acteurs antérieurs. Mais le streaming est en fait un phénomène assez représentatif de ce qui peut se passer sur d'autres secteurs. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important aussi parce que, en fait, ce marché du stream, du fait de cette désintermédiation, est caractérisé par une concurrence exacerbée entre les streamers. Ça, c'est assez classique. Sur tous les marchés culturels, il y a toujours plus de producteurs qu'il n'y a de public pour consommer leurs produits. Mais il se trouve que là, en matière de stream, on est sur des centaines et des centaines d'offreurs, alors qu'en réalité, il n'y a de la place que pour quelques dizaines sur un marché francophone, par exemple, de personnes qui arrivent à en tirer un revenu. Et donc sur ce marché extrêmement concentré, où on se bat pour l'attention des publics, il va falloir que les streamers développent des stratégies particulières. On va parler de ces stratégies qui sont liées notamment à la relation avec les publics. Sur ce marché également particulier, la réputation a une très courte durée. Alors ça, la sociologie des carrières artistiques a travaillé là-dessus et a montré que dans certains secteurs, par exemple la poésie, la réputation est de très longue durée. Si vous écrivez un livre qui vous permet d'obtenir un prix Nobel ou quelque chose d'extrêmement important, votre réputation, elle va durer pendant des centaines et des centaines d'années. Et puis il y a d'autres marchés, par exemple le scénario à Hollywood, sur lequel Lang et Lang, par exemple, qui sont des sociologues américains, ont montré qu'en fait, si au bout de 5 ans, vous n'avez pas produit un scénario d'un blockbuster, vous êtes foutu, vous n'écrirez plus jamais de film, en gros. Sur le stream, eh ben, on constate qu'en fait, la réputation, elle est la durée de vie de la réputation, elle est de quelques mois. Si vous n'entretenez pas en permanence votre réputation, vous perdez tous vos capitaux. Et puis la dernière chose, c'est qu'en fait, et ça découle de tout ça, on se retrouve dans une situation dans laquelle, pour toutes ces raisons, on a une relation avec le public qui est extrêmement centrale, notamment parce que les attentes de proximité de la part des spectateurs sont extrêmement fortes. Et de ce point de vue-là, en fait, le stream, c'est une forme d'exacerbation de formes culturelles qui ont pu exister auparavant. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Dominique Pasquier qui s'appelle « La culture des sentiments », où elle étudiait les rapports des fans d'Hélène et les garçons, donc notamment des petits garçons et des petites filles, avec les stars de ce feuilleton. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'étaient pas nés dans les années 1990, Hélène et les garçons, c'était un feuilleton télévisé qui était surtout à destination des très jeunes publics, qui était un sitcom et qui a eu une grande popularité à l'époque. Et en étudiant les lettres de fans, elle se rend compte qu'en fait, il y a une forme d'attachement extrêmement fort envers les stars. On a l'impression d'être leurs amis, on a l'impression qu'on les connaît intimement. Et c'est ça qui est le moteur en fait de l'attachement à la série. De la même manière, en fait, ce qu'on va voir, c'est que l'attachement au streamer est extrêmement important. Donc, du coup, la question qu'on pose ici, c'est comment se construit cette harmonie entre les attentes du public et les prestations des streamers, et en quoi, en fait, les streamers, justement, encore une fois, je prends streamer au sens très large de vidéaste, et c'est d'ailleurs ce que je devrais dire si j'étais un bon francophone, mais je trahis ma langue en continuant de parler de streamer, et pire de streameuse parfois. Voilà.
Comment est-ce que se construit cette harmonie? Alors, ça intéresse théoriquement, plus généralement, je pense, les sciences sociales, de plein de points de vue, et je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais peut-être je peux mentionner un livre très récent sur la Commodification of Domestic and Leisure Activities, qui est un livre sur la façon dont les gens marchandent leurs pratiques domestiques, et le streaming, en fait un petit peu partie, parce qu'en fait, un des enjeux qu'il y a quand on stream, c'est de rendre public une pratique privée du jeu, et en fait, l'un des intérêts, c'est de justement essayer de faire mettre en scène son authenticité, son originalité, sa naturalité. Je pourrais revenir là-dessus un petit peu plus tard si ça vous intéresse. Les travaux sur les streamers, on trouve une littérature de plus en plus importante, mais qui est très largement concentrée sur les motivations alors à streamer ou à regarder des streams. Et puis, je pense les deux travaux majeurs, ça va être l'ouvrage récent de T.L. Taylor, Watch Me Play, dans lequel elle décrit notamment justement le travail, l'activité concrète des vidéastes, et puis une enquête assez importante de Jamie Woodcock et Mark Johnson, où j'ai mis là que l'article central pour nous, qui est un article sur le travail émotionnel qui est mis en œuvre par les streamers, sur lequel on s'appuie beaucoup. Mais ils en ont 2-3 autres qui sont extrêmement intéressants. Notre méthode, en fait, on rend compte dans cette communication de deux enquêtes, qui sont en fait 2 volets d'une même étude. Une enquête qui a été réalisée par Noémie sur les professionnels de l'animation vidéoludique en ligne, par des entretiens semi-directifs avec des streamers, des shotcasters et des travailleurs de Web TV plus généralement, y compris des managers de Web TV. Noémie a fait des entretiens centrés sur la carrière, l'activité, les stratégies de ces personnes, et a suivi et observé des chaînes Twitch, donc celles des streamers qui ont été interrogés, et puis celles d'autres streamers qu'on a essayé de contacter et qu'on n'a pas pu avoir en entretien. Et puis la deuxième enquête, c'est moi qui l'ai réalisée, elle porte sur les publics, alors surtout adultes, même s'il y a quelques adolescents dans l'échantillon, les publics adultes de vidéos en ligne de jeux vidéo, qui sont donc des consommateurs occasionnels ou réguliers de Twitch et de YouTube, où là, on s'intéresse à la fois à la relation entre leurs pratiques de spectateurs et leurs pratiques de joueurs, qui sont souvent des pratiques antérieures de joueurs. C'est souvent d'anciens gros joueurs qui le sont moins aujourd'hui et qui gardent avec le stream un rapport à la pratique. Et puis, on s'intéresse aussi à la façon dont le visionnage de stream s'intègre dans la vie quotidienne. Donc, je vais essayer de vous présenter 3 grands ensembles de résultats. D'abord, en revenant sur les attentes des publics, pour vous montrer à quel point elle forge les stratégies des streamers, et puis ensuite en détaillant d'une part la question du travail de l'authenticité, la façon dont on fabrique justement une image authentique, et la question de la distance à avoir, de la bonne distance à avoir entre les publics et les streamers. Pour commencer donc sur les attentes des publics, pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que, comme je vous l'ai dit, on est sur un marché ultra concurrentiel et sur lequel on est dans une situation, quand vous êtes consommateur de stream, dans une situation d'hyper-choix. C'est-à-dire vous avez un choix de chaînes disponibles, de vidéos disponibles extrêmement important, et vous avez une information sur la qualité qui est extrêmement faible. En gros, contrairement à tout un ensemble d'autres secteurs de la consommation dans lesquels vous allez avoir des guides, vous allez avoir de la critique professionnelle, vous allez avoir des systèmes de notation, etc., il y a assez peu de dispositifs qui vous permettent de juger a priori de la qualité d'une vidéo ou d'un stream. En gros, il n'y a pas de critique spécialisée, par exemple, il n'y a pas vraiment de système de notation, et le système principal, en réalité, c'est la popularité, c'est-à-dire le nombre de visionnages ou le nombre de likes qui existent sur les vidéos. Alors, en regardant, en interrogeant un peu les joueurs, on constate qu'il y a 3 grandes entrées, 3 grands modes de choix dans la pratique. D'abord, ce que j'ai constaté, c'est que chez les spectateurs les plus occasionnels, ceux qui ont un rapport en fait assez distant finalement au stream, l'entrée principale, c'est l'entrée par les jeux. C'est-à-dire, en général, en fait, on ne va pas voir un streamer, on va voir le jeu qui nous intéresse. Et finalement, on connaît assez peu les noms des streamers qui fabriquent ces jeux-là, qui fabriquent des vidéos sur ces jeux-là. Donc, on va avoir une entrée sur Twitch par les grandes catégories de jeux, sur YouTube par de la recherche, plein texte, où on va aller chercher des jeux. Deuxième chose, on va avoir la popularité qui joue comme un critère extrêmement central dans le choix des streamers. Un enquêté me dit, par exemple, entre quelqu'un qui en a 1000 et l'autre qui en a 4700, je vais être tenté de cliquer sur celui à 4700. Je ne vais pas aller regarder un gars qui a 30 vues et je ne sais même pas c'est qui.
Donc voilà, en gros, dans une situation d'incertitude, enfin c'est quelque chose d'absolument logique, dans une situation d'incertitude, la popularité offre en fait une information sur la qualité supposée du streamer. Et du coup, on va s'appuyer notamment sur ces classements, et puis on va s'appuyer aussi sur les classements, sur les recommandations, sur des choses comme ça. C'est une des raisons pour lesquelles justement l'accumulation primitive du capital, pour être un peu marxiste, c'est-à-dire le fait de commencer par rassembler un public minimal, est extrêmement important pour la réussite à long terme des chaînes. Et puis troisième chose, on constate chez les spectateurs une importance considérable de la fidélité. Pourquoi ? Parce que justement cette incertitude est tellement grande qu'une fois qu'on a trouvé un vidéaste qui nous plaît ou une vidéaste qui nous plaît, eh ben, on s'accroche à lui ou à elle. Parce que justement on est certain que ça correspond au style qui nous intéresse. Je passais un petit peu rapidement du coup là-dessus, mais j'ai recueilli en gros dans les jugements, dans les discours des publics, quels sont les critères de jugement qu'ils mobilisent le plus. Et ce qui ressort parmi eux, c'est d'une part l'animation. En fait, on ne peut pas aimer un streamer qui n'a pas du rythme, de la tchatch, de l'humour, en gros, qui anime fortement son stream. L'authenticité, être soi-même, et ça je reviendrai là-dessus, la proximité, être accessible, et l'expertise, être renseigné, avoir un discours intéressant et pertinent. Alors, le travail de l'authenticité, justement. Pourquoi est-ce qu'il est important et de quoi il s'agit ? L'authenticité, en réalité, c'est une exigence assez centrale et c'est une exigence qui est partagée avec beaucoup d'autres champs. Il y a un article justement récent, par exemple, de Jean Finez et Pierre Brasseur, qui travaillent sur le sex scamming, qui est en fait une situation très proche du Twitch. En gros, c'est comme le jeu vidéo, mais pour de la pornographie ou de l'érotisme plutôt que pour du jeu vidéo. Elle constate qu'en fait, il y a un paradoxe dans le fait que ce qui est attirant pour les publics des sex-scammeuses, donc, c'est le fait que ce serait une passion authentique et qu'on fait ça de façon authentique simplement parce qu'on aime s'exhiber et pas pour des raisons qui seraient des raisons liées à l'argent. Et il y a un paradoxe dans le fait qu'en fait, c'est des cameuses qui sont dans des trajectoires de professionnalisation qui veulent gagner leur vie avec cela. La même situation en fait se pose du côté des streamers de jeux vidéo. Être authentique, c'est quoi ? Être authentique, d'abord, c'est justement être intègre, c'est-à-dire c'est avoir un rapport à l'argent le rapport à l'argent, au revenu tiré du stream est secondaire par rapport à la passion de l'engagement. Ça veut dire qu'il faut rendre visible son indépendance éditoriale, notamment vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des sponsors. Un membre du public me dit, un streamer que j'apprécie, c'est quelqu'un qui va dire ce qu'il pense et pas ce que son contrat lui dit de dire. Alors ça, du coup, ça va devoir être mis en avant, être fabriqué, être montré explicitement par les streamers qui vont devoir dire, justement, cette vidéo est sponsorisée par telle ou telle boîte, mais ça ne va pas m'empêcher de vous dire ce que j'aime effectivement. Et il y a tout un travail en fait pour montrer cette intégrité. Donc il va falloir être transparent et il faut mettre en évidence également la véracité de sa passion. Notre membre du public, c'est ça quelque part qui fait un bon streamer. Tu ressens quand il aime sur le jeu qu'il kiffe, tu le sens. Là on est un peu dans le bon chasseur et le mauvais chasseur, mais voilà. Le bon streamer c'est celui, il stream quoi. Mais il stream, on sent que vraiment il aime ça. Et puis dernière chose, le respect des jeux. Le bon streamer, c'est aussi le streamer qui va considérer qui va respecter la logique particulière des jeux. C'est quelque chose qu'on retrouve dans différents entretiens. Ensuite, donc là c'est la question de l'intégrité. Ensuite, la question du naturel. Qu'est-ce que c'est qu'être naturel ? Ça, c'est une deuxième dimension extrêmement importante de l'authenticité. Donc être naturel, c'est être une personne vraie, être une personne normale. Je pense que c'est quelqu'un, si je le regarde, c'est parce que je pense que c'est quelqu'un que je pourrais voir à l'extérieur, je le trouve drôle, il est intéressant, il a l'air sympa, il est ouvert. Et en gros, je continue cet entretien en lui disant c'est quelqu'un avec qui on pourrait boire une bière. Et il me dit oui, c'est exactement ça. C'est quelqu'un avec qui on pourrait aller boire une bière. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop en faire, pas être trop apprêté. J'ai beaucoup de critiques, en tout cas dans mon corpus, justement des youtubeurs extrêmement populaires qui sont considérés comme extrêmement exaspérants du fait qu'ils sont faux dans leur manière d'être sympathiques. S'il est trop sympa, si c'est tout exagéré, ça par contre je n'aime pas du tout. C'est incroyable, regardez. Vraiment non, ça c'est un peu trop. D'accord ? On n'aime pas ceux qui en font trop. Ne pas être apprêté. Être naturel, c'est aussi une façon, ça peut aussi être mis en scène dans une manière de ne pas être apprêté. Là, on a une streameuse qui nous dit
qui je suis quand je stream. Je suis une fille qui essaye d'être drôle, qui s'en fout un peu d'à quoi elle ressemble. Je peux très bien streamer en pyjama, ça me fait pas peur, pas maquillée, pas coiffée. Comme ça, tu vois la vraie moi le matin au réveil, d'accord? La véritable personne, et c'est la personne qui n'est pas apprêtée spécifiquement pour le stream. Et puis, donc ça c'est pour savoir l'authenticité, comment est-ce qu'on est naturel, comment est-ce qu'on a une personnalité, comment on se construit aussi une originalité, j'ai pas trop eu le temps d'en parler. Et puis se pose ensuite enfin la question des relations avec les publics, comment est-ce qu'on construit et qu'on conserve de bonnes relations avec nos publics. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est absolument central. Un recruteur qu'on a interrogé, qui s'occupe d'une web TV, nous dit par exemple, ensuite, il faut tout de même que le mec sache préparer son émission, il faut que le mec ait de l'humour. Si le mec n'a pas d'humour, c'est foutu pour un animateur. Si le mec est timide, c'est foutu. Si le mec ne sait pas rebondir, n'a pas de répartie, c'est foutu. Il faut quand même un peu des qualités de présentation pour ça. Donc ça, ces qualités d'animation sont extrêmement centrales. Ça veut dire qu'il y a plein de normes spécifiques, en fait, au stream qu'il va falloir apprendre et mettre en œuvre. Par exemple, saluer nommément les spectateurs sur les streams sur Twitch, commenter tous les événements liés à la vie du stream, le don, les abonnements, faire participer les spectateurs par des tirages au sort, en les invitant à des parties, etc., etc. Et on va construire comme ça des relations de confiance dans la longue durée avec les streamers qui sont en fait, avec les spectateurs, qui sont en fait la seule solution pour se construire une communauté sur la longue durée. Ça va passer notamment par la production de ce que Gary Allan Fine appelle des cultures locales, dans laquelle on va construire des expressions, des attitudes, des manières de parler, des smileys spécifiques, des inside jokes, etc., qui vont permettre de construire, de construire de la communauté, de fabriquer un groupe dans la communauté des publics. Et puis, il y a là-dedans, du coup, ce qui s'apparente au travail de soutien émotionnel de la part des streamers. Je vais aller un petit peu vite parce que je dépasse le temps. Le travail de soutien émotionnel, c'est le fait que du coup cette proximité va produire aussi des formes de débordement où les publics vont projeter sur les streamers se sentir extrêmement proches d'eux et projeter sur les streamers des figures de grands frères par exemple, comme nous le dit un streamer qui est interrogé là. J'ai un côté justement grand frère, c'est très con, j'ai plein de gens qui m'ont dit souvent, ils viennent sur le stream en mode ça me fait du bien d'être sur ton stream parce que, et après ils leur racontent des problèmes personnels. J'ai telle personne de ma famille qui est décédée parce que je viens d'être célibataire, etc., etc. Et donc il va y avoir tout un travail de soutien émotionnel qui est aussi un travail de mise à distance de ce soutien parce que très rapidement ça va devenir extrêmement pesant émotionnellement et matériellement sur les streamers. Donc il va falloir garder un équilibre entre ce que l'on montre et ce que l'on garde pour soi, justement pour ne pas attirer ce genre d'attachement trop important. Je saute un petit peu ça et je vais tout de suite à ma conclusion. Ce qu'on essaye de montrer, c'est que sur ce médium, la proximité entre producteur et spectateur est un attrait central du médium et quelque chose d'extrêmement importante, qu'elle est multidimensionnelle, elle est liée à des affinités dans les goûts vidéoludiques, les attitudes, à cette aura de l'authenticité, à l'idée qu'on a affaire à quelqu'un d'original et de naturel, et au sentiment d'accessibilité qui est lié aux relations directes avec les publics, et qui est en fait la seule manière pour les vidéastes de construire de construire une carrière dans ce milieu-là. Et enfin, dernière chose, cette authenticité, cette aura, ce personnage-là, il fait l'objet d'un travail permanent de construction dont on détaillera un petit peu plus les détails dans le papier qui sera tiré de cette communication. Merci beaucoup de votre attention. Quelques questions avant la pause. William, Francis. Merci beaucoup pour la présentation. Je trouve ça super intéressant pour l'authenticité, en fait. Ça revient souvent, par exemple, pour les vidéos YouTube, dans l'espèce de YouTube Academy, là, qui se trouve être le guide de comment faire des bonnes vidéos, puis de bien monter sa chaîne. Que les vidéos en continu sont peut-être la meilleure manière, justement, de se rapprocher du public, de créer une relation de confiance. Puis je ne sais pas si tu regardais aussi du côté de la sérialité, parce que ça semble être un des points importants pour justement la régularité des diffusions ou des mises en ligne de vidéos pour créer justement cette relation-là de confiance, puis les communautés.
Merci beaucoup. Tout à fait, en fait, la sérialité, elle est extrêmement centrale. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que la régularité de la pratique est en fait centrale dans la construction de ces rapports de long terme avec les publics. Et ça, c'est lié à la faible durée de vie de la réputation. Donc, il faut vraiment être présent tout le temps. Et ça, les streamers nous le disent en permanence, ça c'est bien documenté. Donc, ils ont des agendas de stream. Les youtubeurs, ils vont avoir, voilà, faut poster des vidéos tous les jours ou tous les 2 jours, mais en tout cas avec une régularité importante et toujours à un rythme suffisamment élevé. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement. Bonjour Samuel, merci beaucoup. J'ai beaucoup liké cette présentation. Je voulais savoir... On peut envoyer des tips. Quelle est la part justement d'authenticité construite de la part des streamers? Et y en a-t-il qui n'ont même pas vraiment conscience d'être dans une animation, dans un... Est-ce que certains sont juste des espèces d'animateurs géniaux, au sens le plus étymologique? Merci, ouais, c'est une très bonne question. En fait, là, il faut clarifier ce que j'entends par construction de l'authenticité. C'est-à-dire, quand on dit ça, on ne dit pas que c'est des stratégies cyniques où, en fait, ils se fabriqueraient des personnages de toutes pièces et ils seraient complètement différents de ce qu'ils sont dans la vie réelle. Ce que je veux désigner par l'idée de construction de l'authenticité, c'est un processus qui, souvent, en fait, est assez inconscient, dans lequel, de façon incrémentale, en fait, on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas, et petit à petit, on voit ce qu'on a le droit de montrer et ce qu'on n'a pas le droit de montrer, ce qu'il faut montrer et pas montrer sur le stream. Mais alors, ta remarque sur le fait qu'il y en a qui seraient des animateurs nés est tout à fait pertinente. En fait, ce que l'on constate, c'est que ceux qui réussissent dans le stream, parce que nous, on a interrogé des gens qui plutôt réussissent. Alors, c'est pas les grandes stars, mais c'est des gens qui arrivent à gagner de l'argent avec ça, et c'est en fait des gens qui sont exceptionnels de ce point de vue-là, parce que la plupart, en fait, n'y parviennent pas. Et ce qu'on constate, c'est que les compétences qui sont centrales là-dedans, c'est justement des compétences antérieures à la parole publique et à l'animation. En fait, il y en a plein qui, par exemple, ont fait de la radio auparavant, ou alors ils ont fait du théâtre, ils voulaient être journalistes, ils voulaient, etc., etc. En fait, ils avaient déjà avant des expériences d'animation de communauté, alors dans des sens très différents, mais voilà, de mise en scène de soi, de parole publique, etc., etc. Et ça, c'est effectivement quelque chose de central. Donc, mais c'est pas un talent inné, c'est quelque chose qui a été construit auparavant. Ce qui veut dire aussi qu'en fait, on va les retrouver plutôt dans les classes moyennes et les classes supérieures, plutôt en gros dans des milieux sociaux où on favorise ce genre de compétences. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, j'ai 2 questions qui n'ont pas nécessairement de lien entre elles, mais qui rebondissent sur les questions qui ont déjà été posées. Sur la question de la construction de l'authenticité, alors je sais que ce n'est pas votre approche en sociologie, mais est-ce que du coup vous mobilisez la notion d'éthos en rhétorique? Parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est un procédé qui est très ancien, cette manière de construire une personnalité de parole, qui, oui, effectivement, enfin, est ambigu du point de vue de voilà, est-ce que ça, comment dire, on peut rabattre cette construction sur la personnalité réelle ou ce genre de choses, enfin, en matière de stratégie de communication, ou en tout cas de persuasion. Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, c'est comme tu l'as souligné, le fait qu'il y a une forme de prédisposition quand même de certains streamers à la parole publique, etc. Est-ce que vous avez des informations sur la façon dont eux se perçoivent par rapport notamment aux médias traditionnels? Parce que tu as dit, voilà, YouTube, le streaming, c'est un format qui se présente comme un format de désintermédiation, si j'ai bien retenu le terme. Mais en même temps, ils sont dans une attitude qui est quand même une attitude qui ressemble beaucoup à celle d'animateurs de télé, par exemple. Alors même que leurs vidéos sont souvent très critiques vis-à-vis de la télévision ou des médias traditionnels. Et j'ai l'impression d'ailleurs que même les streamers jeux vidéo, dès qu'ils ont l'occasion de reproduire des formats télévisuels, de faire des jeux qui ressemblent à des jeux télé, tu vois, de se réunir entre eux pour se poser des questions, faire des prix, ce genre de choses, ils vont sauter sur cette occasion-là. Alors même que dans leur discours, j'ai l'impression ils sont très critiques vis-à-vis des animateurs traditionnels. Donc voilà.
Merci beaucoup pour ces questions. Alors, sur la première, en fait, ethos, on l'utilise en sociologie, mais je ne suis pas sûr que ça ait le même sens, donc je te propose que tu m'expliques ensuite la définition et on rediscute de ça. Par contre, sur la deuxième, je suis tout à fait d'accord sur cette ambivalence entre en fait, un rejet formel, enfin un rejet dans les discours et une proximité formelle, en fait, avec notamment la télévision. Et c'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais le retrouver notamment chez les publics qui me disent moi, maintenant, de toute façon, je regarde YouTube, je regarde pas la télé. La télé, c'est... Enfin, voilà, c'est un truc de vieux, c'est plus du tout d'actualité, etc. etc. Et pourtant, effectivement, ce qu'on constate chez les vidéastes, c'est qu'ils vont réutiliser des techniques qui sont celles qui existaient auparavant. Et pourquoi, encore une fois? Parce que, en fait, c'est des techniques qui sont éprouvées. Ce que je trouve assez fascinant, c'est que c'était un des points de départ, d'ailleurs, du papier à l'origine, mais qu'on n'a pas remis là. En fait, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le stream, on est dans une situation qui, en termes de structure économique, est assez similaire à ce qu'un sociologue qui s'appelle Richard Peterson a documenté sur la radio dans les années 50, c'est-à-dire un moment où en fait il y a une explosion de chaînes différentes, de canaux différents, et dans lequel, avant, il y avait des gens professionnels de l'animation qui avaient des manières de faire très spécifiques, et puis là, tout d'un coup, des tas de gens qui sont amateurs se mettent à avoir accès à un public important, et ils doivent inventer des manières de faire, et en fait très rapidement ces manières se codifient autour, pour la radio dans les années 50, c'est autour de ce que Peterson appelle le personality DJ, donc le DJ qui met en avant sa personnalité, donc son authenticité, pour créer un lien de proximité avec les publics. Et en fait ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver ensuite dans les animateurs à la télévision, enfin c'est des figures culturelles qui sont extrêmement durables en fait dans les médias, et que les vidéastes réinventent un petit peu par la force des choses, d'une part par une forme d'isomorphisme, c'est-à-dire ils vont imiter ce qui se passe ailleurs parce qu'en fait ils savent pas vraiment faire autrement, et c'est ce qu'on trouve sur les commentaires d'e-sport par exemple, où en fait les commentaires d'e-sport sont complètement calqués sur le commentaire sportif, ou alors ils vont juste le redécouvrir par leurs propres moyens, par un mécanisme d'essai-erreur, où on se rend compte qu'en fait que ce qui marche, c'est ces vieilles techniques éprouvées ces manières d'établir des relations avec les publics. Donc effectivement le parallèle est tout à fait pertinent à mon sens. Encore le temps pour une question. Une rapidement. Sur les streamers, est-ce que vous avez assez de données sur la durée pour voir des effets de carrière? Parce que dans le recrutement, tu as dit finalement c'est des gens qui ont du succès. Voilà, quelle est la diversité des carrières à l'intérieur de votre échantillon? Tu pointes là où ça fait mal. Non, on a... alors, c'est quand même un média jeune et les carrières sont rapides. On peut monter vite et descendre vite. Donc on a quand même quasiment un an d'observation sur lequel en fait il y en a certains qu'on a pu suivre un petit peu, et on a quelques données un peu sur leur trajectoire, et par ailleurs on a plutôt procédé par des entretiens biographiques, donc c'est des reconstitutions a posteriori évidemment, mais dans lequel on a une information sur où est-ce qu'ils ont commencé, comment ils en sont venus là, etc. Donc on a des gens qu'on peut suivre entre guillemets sur 5 ans, mais à partir d'entretiens biographiques. Après je suis complètement d'accord avec toi, ce qu'il faudrait et ce que j'aimerais mettre en place un jour, le jour où on me donne de l'argent pour le faire, ce serait effectivement une enquête plus longitudinale où on étudie vraiment les effets sur les carrières à long terme, et où on étudie notamment en fait, et ça je pense que ce serait super intéressant, les sorties de carrière, parce qu'en fait la plupart ne pensent pas qu'ils vont faire du streaming toute leur vie, je veux dire, et le fait est qu'en fait les façons de s'en sortir, c'est plutôt d'arriver à capitaliser sur ce qu'on a appris dans le streaming ailleurs. Alors, un des trucs qui se voit, ça va être dans les web TV. En gros, les gens, typiquement Chips et Noah, qui sont des commentateurs d'e-sport extrêmement connus, en gros, qui étaient parmi les premiers en France, maintenant, ils dirigent une web TV, où ils ont fondé des web TV, etc. Ils sont vraiment maintenant dans le business d'organiser ces animations vidéoludiques en ligne, et c'est typiquement des sorties de carrière réussies, où en gros on passe de ce métier-là à des métiers
de la direction. Donc quelque chose qui serait intéressant, c'est de voir à quel point est-ce que ça c'est disponible pour d'autres. Et ça d'ailleurs, on pourrait le rapprocher des enjeux qui se passent dans le sport, par exemple, où on sait que la sortie de carrière de sportif, qui est souvent les carrières sportives sont extrêmement courtes et sont des moments extrêmement délicats, parce que pour une personne qui arrive à avoir un poste d'entraîneur ou de dirigeant, etc., il y en a des dizaines qui en fait ne parviennent jamais à transformer leur capital sportif en d'autres positions sociales. Merci beaucoup. Je propose qu'on fasse une pause quand même d'une demi-heure et qu'on reprenne à